Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors nous allons commencer cette semaine de fin d'année par l'explication de l'origine de la lave lors de l'éruption du piton de la fournaise. Alors vous aviez ce document à utiliser sur le site de la cuisinière qui correspond à ce qu'on appelle un profil sismique. Donc ce profil sismique, c'est un document, voilà, tel quel. Alors ça peut vous paraître bizarre parce que c'est fait que de plein de traits, noirs, gris et blancs. Ce profil sismique correspond au sous-sol et il faut imaginer ici au-dessus que l'on est le volcan du piton de la fournaise. Alors, à quoi correspondent ces traits noirs et blancs? Je vous disais que c'est le résultat d'enregistrement d'ondes sismiques. Ces ondes sismiques, en fait, sont représentées, leur vitesse est représentée sous la forme de traits de couleur. Si les traits apparaissent noirs, c'est qu'on a relevé des vitesses élevées d'ondes sismiques. Si au contraire les traits sont gris pâle, voire blancs, c'est qu'on a relevé des vitesses très faibles d'ondes sismiques. Et on sait que lorsque les ondes sismiques traversent des matériaux, des roches solides, leur vitesse est très grande. Par contre, lorsque les ondes sismiques traversent des roches ou des matériaux liquides, la vitesse des ondes est très nettement ralentie, voire n'existe plus du tout. Elle est nulle. Donc, pour être sûr que vous aviez compris ce document, petite question de compréhension. Donc, que représentent les traits noirs? Eh bien, les noirs représentent des ondes de très grande vitesse. Et si ce sont des ondes de très grande vitesse, nous avons donc des roches rigides. Donc, nous avons ici, par exemple, une zone très foncée qui correspond à des zones rigides de roches. Au contraire, si nous avons des traits clairs, cela représente des vitesses des ondes faibles, petites, et que les roches sont beaucoup moins rigides, voire fluides. Donc, ici, par exemple, on remarque qu'on a effectivement des zones qui sont un peu plus blanches. Donc, on peut imaginer qu'on a des roches un peu plus fluides, un peu moins rigides que tout autour ici. Donc, je vous demandais, à partir de ça, de m'entourer la zone qui vous semblait spéciale et où les roches seraient moins rigides. Donc voilà, ici, le contour qu'on aurait pu faire. Alors peut-être qu'on aurait pu englober ici un peu plus. Enfin, c'est juste approximatif puisque ce n'est pas net sur le document. Donc à partir de ça, on fait le constat suivant. Sous le volcan, on a un sous-sol fait de roches rigides, ce qui est tout à fait normal. Mais on remarque que à une certaine profondeur, à cet endroit-là en particulier, il semblerait que les roches présentent un aspect différent, donc moins rigide, voire fluide. Alors, je vais vous donner quelques précisions, parce que je pense que cela vous ne pouvez pas le deviner. Je vous disais que lorsque des roches fondent dans le sous-sol, elles produisent à la fois du gaz et de la lave. Le mot lave apparaît. Et c'est le mélange formé par la lave et le gaz qu'on va appeler du magma. Et l'endroit où se forme le magma en profondeur est appelé réservoir magmatique. Donc, si on est logique, si les roches ici nous paraissent moins rigides, plus fluides, ça veut dire qu'elles ont subi ce phénomène-là. Elles ont fondu. Si elles ont fondu, ça a donné donc de la lave et des gaz, et le mélange ici, ça correspond au magma. Et l'endroit à peu près que l'on devine ici, c'est ce qu'on appellera le réservoir magmatique. Donc je vous demandais de me donner à quelle profondeur nous avions donc ce magma. Il est à peu près entre 4 et 5 km. Alors c'est vrai que vous, souvent, vous auriez probablement pensé, imaginé que ce magma pouvait provenir de parties beaucoup plus profondes de l'intérieur du globe terrestre. Et en fait, pas du tout. Le magma est un élément qui, souvent, est seulement à quelques kilomètres de profondeur du sous-sol. On estime que les plus profonds réservoirs magmatiques sont à une vingtaine, trentaine de kilomètres dans le sous-sol. Alors, nous continuons. Je vous avais ensuite donné ce document qui a été établi à partir des foyers sismiques qu'on a pu relever les jours précédant l'éruption volcanique du piton de la fournaise le 9 mars 1998. Je vous avais fait un petit rappel en vous rappelant justement que si on a des foyers sismiques, par exemple ici le 6 mars, à cette profondeur, à 5 km justement de profondeur, ça veut dire que les roches à cet endroit-là ont cassé.
c'est la définition de foyer sismique. Sous l'effet de pression et de contrainte, les roches peuvent casser. Donc c'est ce qui se passe ici. Alors pourquoi les roches ici à 5 km se mettraient à casser? Surtout qu'on se rend compte que ces roches vont se casser progressivement en remontant. Autrement dit, on remarque que les cassures des roches vont avoir lieu au fur et à mesure en remontant dans le sous-sol. Plus on va se rapprocher de l'éruption volcanique. Donc en fait, il fallait rechercher à savoir, mais pourquoi des roches cassent comme ça tout d'un coup au niveau donc du volcan? On n'est pas ici donc dans une zone apparemment de pression de roches. Qu'est-ce qui va être à l'origine de cette pression dans les roches ici du sous-sol? La seule chose qu'on a vu qui existait de particulier, c'est ce fameux magma. Le magma, on a vu qu'il était composé de gaz. Le gaz, ça va exercer une pression. Au fur et à mesure que le magma se forme, il y a une pression avec les gaz qui va être de plus en plus important. Et sous l'effet donc de ce gaz, que va faire le magma naturellement? Eh ben, il va vouloir remonter, puisque le matériel est sous pression et qu'en plus il est très chaud. Tout matériel sous pression et chaud va avoir tendance naturellement à monter puisque c'est plus léger que le reste qui l'entoure. Donc le magma, il essaie de se frayer un chemin dans les roches qui existent sous le volcan, et c'est en se frayant donc un chemin dans les roches sous le volcan qu'il va provoquer la cassure de ces roches. Et d'ailleurs, ce phénomène est très important puisque c'est souvent ce qui permet de prévoir une éruption volcanique. C'est-à-dire qu'avant une éruption d'un volcan, on relève souvent de nombreux foyers sismiques qui permettent de dire que du magma est en train de remonter à l'intérieur du volcan. Donc ici, par exemple, je lis, le magma fluide contient du gaz qui va le faire remonter, phrase simple et correcte, mais quand il remonte, il casse les roches présentes jusqu'à ce qu'il arrive en surface. Donc bon petit résumé. Alors, voilà pour l'explication de l'origine de la lave. Et quand le magma arrive en surface, eh bien forcément, on va voir apparaître la lave. Donc, si on veut faire le bilan de ce phénomène que l'on vient de découvrir, j'ai repris le profil sismique, j'ai remis la silhouette de notre volcan effusif qu'on avait complété dans une leçon précédente. Je vais faire ce que vous avez fait sur l'activité donc numéro 9. J'entoure ici la zone où on remarque que les roches sont en train de fondre pour former donc du magma, c'est-à-dire de la lave et des gaz. Et ce matériel ici correspond effectivement au réservoir magmatique contenant le magma. Sous l'effet de la pression donc des gaz de ce magma, on a vu que celui-ci avait tendance à remonter. Alors si je représente ça de façon très schématique, on peut donc montrer une communication avec le volcan et ce réservoir magmatique. Ce n'est pas aussi flagrant dans la nature, ce serait plutôt un jeu de fissures, d'un certain nombre de fissures par lesquelles le magma pourrait remonter par ces fissures, surtout lorsque le magma est très liquide, très fluide. Donc voilà. Et si donc on rajoute du vocabulaire à ce document, voilà, l'endroit où le magma va remonter sous l'effet de la pression, c'est ce qu'on va appeler une cheminée. Alors je vais refaire ici un trait, voilà, pour indiquer qu'ici c'est la cheminée. Voilà, alors je vais mettre les annotations alignées avec les précédentes. Alors, c'est ici, voilà. Je vais reprendre mon trait ici, voilà. Ensuite, pour la partie donc ici rayée, ça va correspondre à notre magma. Donc, je remets le magma dans l'alignement des ordres et je fais mon trait d'annotation. Voilà, nous avons ici le magma. Et ici, la zone, puisque c'est vraiment une zone, c'est pas particulièrement bien défini. On va avoir donc notre réservoir magmatique. Alors, sur certains livres, vous pourrez voir réservoir magmatique, sur d'autres, vous verrez chambre magmatique. Les deux termes s'utilisent. Donc, réservoir magmatique. Et je vais rajouter, pour bien montrer que le phénomène est dû à la remontée du magma sous l'effet de la pression et de la température, voilà, ça remonte dans la cheminée. Donc, voilà la trace du cahier.
Je vous ai remis donc les documents, le petit texte et le profil sismique. Je vous ai remis également ce graphique avec la présence des foyers sismiques. Et je vous ai mis le petit résumé que l'on vient d'établir ensemble lors de la correction donc de l'activité de numéro 9 avec ce croquis correspondant. Et je mets donc l'élément important à retenir: à plusieurs kilomètres de profondeur, il y a un réservoir qui contient du magma. Le magma est un mélange de roches en fusion et de gaz. Le magma remonte en surface sous l'effet de la pression des gaz et de la température. Je ne vous demande pas de retenir d'autres éléments beaucoup plus compliqués. Simplement, je vais revenir sur ce type d'éruption. Ça, c'est une éruption effusive avec de la lave fluide parce que le magma est fluide aussi au départ. Vous avez vu dans d'autres cas de volcans qu'on avait des volcans de type explosif. Les volcans explosifs, c'était de la lave visqueuse. Pourquoi a-t-on donc un autre type de volcan? Eh bien tout simplement parce que nous devions avoir à l'origine des magmas également beaucoup plus visqueux. Alors pourquoi on peut avoir dans certaines zones des magmas fluides et des magmas visqueux? Eh bien ça va tout simplement dépendre des roches qui sont dans le sous-sol. Puisque si on a certaines roches, ça donnera un certain type de magma, et avec d'autres roches, on aura d'autres types de magma. Simplement, dans le cas où le magma va être beaucoup plus épais et visqueux, vous allez avoir dans ce cas une pression également avec des gaz et une température également élevée. Mais ce magma, lorsqu'il va avoir tendance à remonter en surface, eh bien, il va avoir beaucoup plus de mal à se frayer un chemin dans les roches. Et autrement dit, voire parfois carrément avoir son passage bouché. Le magma était tellement épais. Souvent d'ailleurs, vous vous souvenez, on avait le magma qui bouchait le cratère. Ce qui fait que les gaz, au lieu de s'évacuer au fur et à mesure que d'ailleurs avec la lave qui s'écoule, eh bien là, la pression des gaz va augmenter progressivement à l'intérieur du volcan. Et c'est pour ça que souvent l'éruption d'un volcan, justement de type explosif, va finir par une violente explosion du fait de l'accumulation de ces gaz. Donc voilà avec quoi je voulais terminer pour l'origine donc de la lave. Alors maintenant, il faut quand même qu'on résolve un nouveau problème. Pourquoi on a ici une remontée de magma, une formation de magma, alors qu'on n'en aurait pas ailleurs au niveau du globe terrestre? Pourquoi on a du magma qui va se former aux limites des plaques, par exemple au niveau des dorsales océaniques? Puisqu'on avait vu, vous vous souvenez, au niveau des dorsales océaniques, tout un alignement de volcans effusifs. Donc c'est ce qu'on va devoir expliquer dans l'activité numéro 10. Alors, je ne sais pas si vous entendez, mais on n'arrête pas d'avoir des cris d'enfants dans le jardin d'à côté. Je suis désolée. Bon, allez, je vous souhaite bon courage et à bientôt.